Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous, le rendez-vous de l'écosystème numérique sénégalais qui change de nom aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour mieux être conforme aux attentes parce que Covitech, ça a rappelé beaucoup le coronavirus, la COVID-19, même si bien sûr on y est. Les rêves et les attentes, c'est qu'on en sorte très vite. De Covitech, nous passons désormais aux AMT, les après-midi de la tech. Le jour et l'heure sont maintenus. C'est tous les mercredis à partir de 15 heures. Pour ma part, c'est toujours avec un immense plaisir, mais aussi une immense conscience du devoir d'animer l'actualité de la tech au Sénégal que je vous retrouve. Ce dernier mercredi du mois d'août, nous allons parler, comme promis et comme annoncé, de TNT, la télévision numérique terrestre. Le Sénégal, dans la dynamique globale donnée par l'UT, a pris la sérieuse option d'un basculement intégral. Depuis, des pas importants ont été franchis. Et TDS est au rendez-vous pour nous donner les derniers développements de ce vaste chantier. TDS représenté par le directeur général Amadou Diop. Bonsoir Amadou Diop. Bonsoir Ousmane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Excap Télécom qui avait gagné le marché, un acteur bien sénégalais, on le précise, et si je me trompe, c'était un choix bien réfléchi de l'État sénégalais. Nous fait le plaisir aussi de prendre part à ce panel à travers la personne de Sidi Diagne. Sidi Diagne qui est le président directeur général. Bonjour, bonsoir Sidi Diagne. Bonjour Ousmane, bonjour à tous les participants. Merci d'être au rendez-vous. À côté de vous, mais au bout du clic, Honoré Mendy, qui est chef de projet CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France. Comme les autres acteurs déjà cités, s'est beaucoup impliqué dans la mise au point de la TNT au Sénégal. Racine Talla, lui, est le patron de la télévision nationale, la RTS. Il participe à ce numéro en tant que directeur général, mais aussi membre du bureau du CEDEPS, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal. Racine Talla en ligne des régions, malgré les difficultés liées au réseau, mais il est en ligne cet après-midi. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir Ousmane, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir et je suis là à Kolda. Merci à Kolda. Donc, nos saluts aux populations de Kolda, notre salutation aux populations de Kolda. Nos discutants aussi sont bien en place. Mamadou Bal, expert télécom, qui connaît bien la RTS pour avoir été le directeur de la télévision, en plus d'avoir joué un rôle de premier plan dans le montage de la 2S. Très proche de Malik Ndiaye, l'un des rédacteurs de la stratégie Sénégal TNT de 2013, ancien DG à la RTS. Aujourd'hui, membre du collège de l'ARTP, mais bien sûr, il partira en tant qu'observateur simplement du secteur et en tant que quelqu'un qui s'est, comme je l'ai dit, beaucoup impliqué dans les projets qui nous ont conduits ici. Après un passage au ministère de l'économie numérique, nous avons aussi Ousseynou Dieng, grand connaisseur de cette stratégie TNT, directeur de la communication, et Matar Sall, le directeur de cabinet de Babacar Diagne, au passage président du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Quelques soucis avec certains panélistes dont le micro est ouvert, c'est normal, mais à travers lequel le micro du bruit et du son malvenu nous arrive ensuite. Il faut corriger ça rapidement, ce sera mieux pour un meilleur confort d'écoute. Merci à tout le monde d'avoir répondu à notre invitation. Tout le monde, je mets évidemment le public qui nous suit sur Zoom tout à l'heure en direct, et je précise que ce panel est disponible juste après sur YouTube avec des liens sur l'ensemble de mes plateformes en ligne. Première question, je démarre rapidement par Amadou Diop, directeur général de TDS, et on remercie infiniment TDS pour avoir accepté de prendre part à ce panel. Amadou Diop, un premier point pour nous dire vraiment où est-ce qu'on en est, les derniers développements concernant le vaste chantier, la TNT au Sénégal. Encore, merci beaucoup Ousmane. Je vous en prie. À l'entame de mon propos aussi, j'en profiterai pour saluer l'ensemble des panélistes avec qui aujourd'hui on a mené ce processus de transition analogique au numérique depuis le début et depuis un certain nombre d'années, où on arrive quand même à terme ou à la concrétisation notamment des différents éléments en termes de couverture et de finalisation du projet. Donc, depuis 2014, le projet a démarré, on a lancé le projet et comme on sait le comprendre, les grandes composantes de la TNT s'articulent autour d'une part de la couverture, mais d'autre part aussi de la réception de ce signal.
Donc, c'est le lieu aujourd'hui d'expliquer un peu comment on en est arrivé à ce stade avec la contribution des différents stakeholders que vous avez ici autour de la table. Oui. Excaf, à qui l'État du Sénégal a fait une concession, mais aussi la RTS, qui est une composante aujourd'hui importante et incontournable dans la finalisation de ce process. Donc, en termes de couverture et qui est un partenaire fort. Donc, dans ce sens-là, on a travaillé en parfaite concertation, ces trois acteurs-là, et ça nous a permis aujourd'hui de démarrer et de finaliser ce projet-là ensemble en termes de couverture pour être aujourd'hui présent dans les 14 régions du Sénégal et d'entamer le basculement de manière beaucoup plus sereine. Donc, comme vous devez le savoir, le basculement aujourd'hui, c'est la technologie, mais aussi c'est des éléments réglementaires. Je suis heureux de voir qu'Honoré est aujourd'hui autour de la table, mais il y a aussi Maktar de l'autre côté pour le CNRA. Donc, ça a une incidence parce qu'on parle souvent de la couverture des décodeurs et ça a tendance à cristalliser les débats autour du projet de transition analogique et numérique. Mais c'est différentes composantes. Il y a cette composante technologique, mais il y a la composante aussi juridique et réglementaire qui s'articule autour de l'éclatement de la chaîne de valeur, mais particulièrement autour des conventions et cahiers de charges. Donc, pour vous faire juste un résumé, aujourd'hui, le basculement, a priori, c'était 23 sites en termes d'optimisation. On en a construit 19. Je pense qu'Excaf aura l'occasion un peu de commenter tout cela et de nous éclairer aussi, de nous édifier aussi par rapport aux décodeurs. Mais globalement, on a très bien avancé. Aujourd'hui, toute la région sud est connectée. La semaine dernière, on parlait de Sédhiou. Je pense que les techniciens sont aujourd'hui à Kolda. Et la suite, ce sera Vélingara. Donc, Ziguinchor est déjà connecté, Tamba est connecté, Kaffrine est connecté, Dakar est connecté. Pour le nord, on a Saint-Louis, Ndioum, Ourossogui, Bakel, et ça avance un peu en termes de concrétisation. Donc, on pourra éteindre une fois qu'on aura adressé toutes ces problématiques, autant technologiques que juridiques et réglementaires. D'accord. Donc l'exclusion, oui, l'exclusion, oui, mais l'extinction de l'analogique, c'est pour bientôt. Hein. Ça renvoie un peu au titre provocateur que j'ai donné à ce panel. Sénégal, TNT, la longue agonie de l'analogique, parce que ça a pris quand même un temps et c'est heureux aujourd'hui d'entendre tous ces acteurs qui gravitent autour de ce vaste chantier. Je dis bien vaste chantier parce que bien sûr, il n'est pas mince. À côté de vous, il y a Sidi Diagne que l'on remercie pour avoir accepté de prendre part à ce panel. Sidi Diagne qu'on ne présente plus, mais qu'on présente quand même, PDG d'Excaf. Sidi, vous concernant rapidement le point de la situation actuellement. Bon, je vous remercie. Je pense que M. Diop a déjà donné les grands axes. Pour nous, notre rôle était de bâtir l'infrastructure TNT pour le compte de l'État. Et sur les 22 sites, on en a déjà réalisé 19. Présentement, notre équipe technique est dans le sud pour Vélingara. Nous pensons très certainement que durant le mois de septembre, on pourra finaliser Linguère-Dara, qui permettrait à l'État du Sénégal d'avoir une couverture totale. Donc, je pense qu'au cours de la discussion, on pourra aborder en profondeur tous les autres aspects. Mais pour ce qui concerne notre engagement, c'est vrai que ça a pris du temps. Ça fait quand même 5 ans que nous travaillons dessus. Il y a eu des hauts et des bas. Mais de manière globale, le projet arrive à son terme. Pour nous, en ce qui concerne bâtir l'infrastructure, et on a suffisamment de décodeurs pour faire face à toutes les demandes des populations. L'État avait commencé à initier le basculement par Mbacké, c'était, je pense, au mois de février. Mais on sait tous avec le corona, ce qui s'est passé, on n'a pas pu poursuivre cet élan qui permettait de faire le basculement au fur et à mesure. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que le basculement puisse être effectif, progressivement certainement, mais oui, ça me met à l'aise quand vous dites qu'il y a eu des hauts et des bas. Effectivement, c'était le constat un peu de tout le monde. On a eu un peu peur d'ailleurs pour Excaf. Le Sénégal a pris l'option sérieuse de mettre quand même un privé national sur ce projet.
Actuellement, vous dites quoi? Il y a eu un gros stress, j'imagine, ou maintenant c'est l'heure du soulagement? Bon, en fait, c'est peut-être, on a une très forte relation avec l'audiovisuel du Sénégal. Il faut se rappeler que, bon, déjà, Excaf a 48 ans d'existence, depuis 1972, ça rajeunit personne, mais tous les grands changements qu'il y a eu, notamment bon, l'ouverture de l'audiovisuel à plusieurs chaînes au-delà de la chaîne publique, à travers les antennes TV5, bon, ça a été porté par Excaf. Aujourd'hui, l'État du Sénégal nous fait confiance parce que pendant 15 ans, on a fait pratiquement la même chose pour notre propre compte. Maintenant, on le fait pour le compte de l'État du Sénégal. C'est un projet qui était d'une autre envergure. C'est vrai qu'au départ, on a eu des choix. Vous entendez? Oui, c'est bon. Oui. Peut-être qu'au départ, effectivement, l'expérience était sur le plan national était acquise parce que nous avons, nous à ESCAF et même en dehors d'ESCAF, des personnes qui étaient capables de porter cette transition numérique. Nous avons proposé à l'État du Sénégal un modèle économique qui était quand même assez innovant, c'est-à-dire qu'un privé puisse prendre en charge le budget pour assurer l'infrastructure. Il est vrai que on est dans un pays, quoi qu'on puisse dire, où ce type de projet est difficilement finançable à 100%. On a eu quelques contraintes, mais il est heureux aujourd'hui avec l'aide de l'État qu'on a pu traverser cette zone de turbulence et qu'on est arrivé à respecter nos échéances qui sont aujourd'hui une réalité. Oui, rapidement, avant de passer la parole au directeur général de RTS, Racine Talla, côté décodeur, on en est où? Parce que en certains moments, on a parlé de décodeurs bienvenus sur le marché, malvenus sur le marché. On s'est inquiété un peu du nombre de décodeurs. Je me rappelle, c'était depuis le ministre Yaya Abdul Khan. Actuellement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, il est vrai que c'est étant un modèle où c'est un privé qui a eu à faire l'investissement, il devait y avoir une protection pour assurer un retour sur investissement. C'est vrai que dès le départ du projet, le marché a été envahi de décodeurs qui n'étaient pas conformes aux attentes qui étaient dans le cahier des charges. Mais je pense que tout ça a été sur le temps réglé. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a suffisamment de décodeurs en stock et en production pour que tout ça puisse être derrière nous de manière positive. Merci, merci beaucoup Sidi Diagne. Nous allons à présent donner la parole au directeur général de RTS, Racine Talla, à qui qui va réactiver son micro, c'est fait. Racine Talla, je fais exprès de vous inviter parce que vous venez avec deux casquettes. Vous êtes d'abord directeur général de RTS, vous êtes aussi membre du bureau du CEDEPS. Des deux côtés, d'abord côté RTS aujourd'hui, à quel niveau est-ce que la RTS est impliquée? Merci, je salue tous mes co-débatteurs. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Je pense que Amadou Diop, le DG de TDS, dans son développement, pouvait bien répondre aussi bien que moi à cette question-là. Parce qu'en fait, le montage du projet de basculement, donc du passage de l'analogique au numérique, s'est appuyé fortement sur l'infrastructure technique de la radiodiffusion ou de ce qui pouvait s'appeler radiodiffusion télévision du Sénégal, parce que bientôt on ne sera que radio-télévision Sénégal. Alors, nous avions des centres émetteurs à travers le pays, et ce sont ces centres émetteurs-là, pour certains, le plus grand nombre d'ailleurs, qui ont abrité, ou en tout cas qui ont servi à Excaf de travailler à la mise en place donc, de son dispositif.
il pourra l'expliquer comment. Donc, cette partie diffusion dont on va se délester, disposer d'une infrastructure. Et Excaf s'est appuyé sur nos centres émetteurs. C'était ça le projet de base, même si dans le processus, je pense qu'à un moment, Excaf a eu à construire des infrastructures qui n'avaient rien à voir avec les centres émetteurs. Oui. Et donc, c'est un peu cela. Et comme je le dis, ça ne se dit pas assez. Mais en vérité, la RTS est en train de jouer un très, très, très grand rôle, un rôle déterminant, vous voyez, dans le vrai sens du terme, dans la mise en place de la TNT. Je pense que je peux être conforté dans ce que je dis par Sidi Diagne, PDG de Excaf. Et c'était ça l'esprit en vérité, parce qu'il a parlé de montage, comment ça a été monté. C'est le privé sénégalais qui est chargé de mettre en place l'infrastructure, mais il y a eu des conditions de possibilité pour que le marché aussi puisse être designé de cette manière-là, parce qu'on est parti d'un existant qui était un patrimoine du service public de l'audiovisuel sénégalais. Et c'est extrêmement important ce côté. Merci beaucoup Racine Talla. Racine Talla, que l'on va retrouver tout à l'heure. Oui, Sidi, allez-y. Oui, je voulais juste à la suite de Racine Talla. De M. Talla appuyer ce qu'il a dit. C'est vrai que ce projet a gagné en temps énorme grâce aux équipements et à l'existant qui appartiennent à la RTS. Et partout où on est allé, on a su bénéficier d'infrastructures en termes de pylônes, en termes bon, là on a pu installer, et même en termes de ressources foncières qui nous ont permis de bâtir des shelters ou de les installer dans les locaux de la RTS. Et c'est le lieu de dire également que ce n'est pas juste Excaf qui est venu de rien. Non, il y a un existant qu'il faut saluer et je suis content que Racine Talla ait eu l'occasion de nous le rappeler. Oui, pendant que vous avez la parole, Sidi, une question de Amadou Makhtar Koli. Dans la discussion, il dit question pour Excaf, quasiment tous les smart TV sont aujourd'hui, toutes les télévisions intelligentes, hein, on va parler français, sont aujourd'hui nativement compatibles DVB T2. Pourquoi bloquer cette fonctionnalité en sachant que cela pousse les Sénégalais à investir plus pour capter la TNT? Question vraiment rapide, hein, avant de passer la parole aux autres. Bon, c'est toujours un intérêt économique. Aujourd'hui, c'est peut-être une situation qui est aujourd'hui un peu dérangeante pour actuellement. On a un retour sur investissement à bâtir. Il est vrai que la technologie évolue très, très, très vite. Donc, on sait pertinemment que plusieurs téléviseurs Smart TV peuvent capter la TNT, mais nous aussi, nous sommes en train de nous préparer à offrir ou à mettre en place des modules qui permettraient aux gens de capter la TNT. Mais plus important également, c'est de l'adosser à un bouquet qui soit payant. Parce qu'il y a que cet artifice, nous, qui nous permet d'avoir un retour sur investissement. Mais on est en train de discuter avec TDS et les autorités pour voir comment agréger également ces téléviseurs à la TNT. Merci Sidi. Vous risquez d'être la star de ce panel parce qu'on a tellement de questions pour vous du côté du public, mais on y reviendra plus tard. Sidi Diagne, le PDG de Excaf, est-ce que Honoré Mendy est toujours là? Je suis bien là, Ousmane. Voilà, Honoré Mendy. Hein. Honoré Mendy, je rappelle que vous êtes franco-sénégalais. On va dire que vous êtes sénégalais pour tirer un peu de notre côté. Vous travaillez, vous êtes chef de projet au CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Juste une question assez vague pour vous. D'un point de vue extérieur, comment voyez-vous l'évolution un peu de la TNT sénégalaise, sachant que vous étiez impliqué, si je ne me trompe, en 2011, avec notamment un séminaire organisé par vos soins à Dakar?
Oui, alors effectivement, pour préciser, c'est un séminaire qui avait été organisé avec une association dont je suis actuellement le président, qui s'appelle Solidarité francophone pour le numérique. Et on avait eu à organiser donc un séminaire sur les enjeux économiques et juridiques du passage à la TNT. Et c'est vrai que M. Amadou Diop l'avait précisé, la TNT n'est pas seulement une affaire de technologie, c'est vrai que c'est une formidable révolution technologique, mais c'est aussi le moyen, enfin c'est aussi en tout cas il y a les aspects techniques, économiques pardon, et juridiques à ne pas négliger, parce que enfin, pour le coup, ça bouleverse en tout cas le paysage audiovisuel et donc d'où l'importance de prendre en compte ces aspects économiques et juridiques. Donc sinon, d'un point de vue extérieur, j'ai entendu M. Sididiane dire qu'effectivement le processus a pris du temps. Alors, c'est vrai que si on compare, on fait une comparaison avec ce qui a pu se faire ailleurs, notamment en Europe et en particulier en France, le processus, lui, a pris 2 ans. Après, je dirais que c'est pris du temps, c'est pas ça qui est véritablement dérangeant. Parce que l'idée, c'était pas spécialement d'aller très vite. Parce que si on va vite et qu'on laisse sur le côté les téléspectateurs, ça n'a pas d'intérêt. Mais Et c'est là qu'on voit qu'en fait, oui. Honoré, oui, excusez-moi, mais quand même, si je ne me trompe, hein, je ne suis pas l'expert, si je me trompe, corrigez-moi, il y a quand même un agenda international concernant ce basculement dans la TNT. Alors, effectivement, l'agenda avait été fixé donc par la Conférence mondiale des radios de communication et par l'Union internationale des Les télécoms. télécoms, oui. Et voilà. Et la date butoir qui avait été fixée à l'époque, c'était fin 2015. Juin Voilà. 2015, oui. Juin 2015, voilà. Oui. Donc là, effectivement, si on fait un calcul, on voit qu'en fait, on est 5 ans plus tard, le processus n'est pas terminé au Sénégal. Après, je dirais, ce qu'il faut regarder également vis-à-vis de ces accords, en fait, donc parce que c'est les accords de Genève 2006, en fait, qui ont conduit à fixer la date butoir à juin 2015. Il faut regarder, en fait, qu'est-ce que la sous-région Oui. a fait en termes de basculement au tout numérique. Et si on regarde, en fait, effectivement, la sous-région, je crois qu'on est au même point. Donc, quelque part, c'est pas ça qui est dérangeant. Donc voilà. Alors, c'est vrai, encore une fois, on a pris du retard par rapport à la date butoir, mais pas du retard par rapport aux autres. Mais pas du retard par rapport aux autres. Donc, j'allais dire, on est dans les temps. Et c'est vrai que dans tout processus, l'important, c'est vraiment de mettre le client au centre. Et aujourd'hui, en TNT, le client, c'est qui? C'est l'usager. Et si lui, effectivement, est mis encore une fois, sur le côté et qu'il ne peut pas profiter de l'avancée technologique, ça n'a vraiment pas d'intérêt de dire oui, on a terminé notre basculement à la TNT et puis voilà, on est dans les temps. L'essentiel, c'est, j'allais dire, d'être dans les temps et puis également de pouvoir fournir un service à l'usager, donc au client. Donc voilà. Merci beaucoup, Honoré. Alors, je reviens vers Amadou Diop, le directeur général de TNT SA. Amadou, ma question va comporter 2 volets, mais je commence par le volet technique simplement. Qu'est-ce qui va changer techniquement pour les acteurs de l'audiovisuel? Je me fais plus précis. Pour les télévisions, qu'est-ce qui va changer techniquement? Oui, comme je disais à l'entame de mon propos aujourd'hui, il faut savoir que, comme l'a si bien précisé Sidi, comme l'a si bien précisé Racine, en termes d'écosystème, nous sommes 3 structures à porter aujourd'hui la TNT. Qu'est-ce qui va changer fondamentalement pour les télévisions? C'est que la composante diffusion aujourd'hui, suite à l'éclatement de la chaîne de valeur que le code de la presse aujourd'hui nous a un peu imposé, les activités de diffusion ne sont plus cumulables avec les activités d'édition. Donc aujourd'hui, dans toute cette transformation structurelle, il faut comprendre que le code de la presse va être un peu la Bible de tout ça et a redéfini les acteurs de la chaîne de valeur. Donc nous sommes l'opérateur de diffusion, les producteurs, les éditeurs, en fait, les propriétaires de chaînes de télé sont appelés éditeurs. Et il y a les distributeurs de services payants ou des distributeurs de services mobiles, entre autres. Donc, globalement, voici les 3 grands acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle. Qu'est-ce qui change aujourd'hui pour les éditeurs? C'est-à-dire les propriétaires de chaînes de télé vont se concentrer sur leur cœur de métier, sur leurs activités qui tournent autour de l'édition, autour de la production de contenu.
et on recharge à TDS de diffuser l'ensemble de ces programmes sur toute l'étendue du territoire. Ce qui fait que cette obligation aujourd'hui de service universel, ou cette obligation de service public de garantir l'équité en termes d'accès ou l'inclusion des populations en ce qui concerne les programmes de télé, incombe à TDS en termes de transport. Donc, on doit ramener la télé partout. Qu'est-ce qui change pour les chaînes de télé? C'est qu'ils n'auront plus à supporter les charges, en tout cas liées au transport de ce flux vers les régions, vers les 22 ou 25 sites à travers tout le Sénégal. Ils n'auront plus à supporter l'énergie liée à l'exploitation notamment de leurs sites. Ils n'auront plus à supporter beaucoup de choses, mais ils devront quand même avoir des obligations. C'est-à-dire, ces obligations, c'est qu'ils doivent faire face à des droits de passage aujourd'hui. C'est-à-dire que la télé qui s'arrêtait au Sénégal, jusque-là, seule la RTS était une chaîne vue partout sur le Sénégal. Comme l'a si bien précisé DG Racine Talla, la RTS était la seule télé qui couvrait tout le Sénégal et qui était regardée partout. Demain, à travers l'offre de partage, de mutualisation, notamment du transport, toutes les télés auront la possibilité d'aller partout. Donc, pour l'usager, c'est ça qui change. Mais cette possibilité qu'ont ces télés-là pour être transportées aura un coût. Donc, dans l'absolu, les télés auront cette obligation, notamment, de faire face à ce coût lié au transport de leur signal un peu partout sur le Sénégal. Mais tout cela répond... Est-ce qu'il y a un consensus autour de ce coût, ou pour le moment, c'est juste une annonce sur laquelle il faut revenir? Non, c'est des discussions qu'il faudra avoir avec l'ensemble des éditeurs, l'ensemble des propriétaires de contenu pour arriver à quelque chose d'économiquement acceptable. Mais dans l'absolu, ça répond aussi à une certaine logique. Le fait d'être transporté partout ne doit pas être gratuit pour les télés. Et c'est ce qui se passe depuis un certain nombre d'années. Cette situation est assez particulière, d'être vu partout sur le territoire du jour au lendemain et de ne pas avoir à supporter ou à payer des charges liées à la diffusion de ce contenu-là sur l'ensemble du territoire. Donc, on trouvera un consensus, rien ne sera imposé, ce sera des discussions, mais dans l'absolu, il y aura une partie qui sera incompressible et qui est liée au coût de production de ce transport. Est-ce que Racine Talla, oui, il est toujours avec nous. Monsieur le directeur général, pour rebondir un peu sur les propos de Amadou Diop, ça va créer quel gain? Le fait que désormais les télévisions ne soient plus amenées à gérer directement une certaine infrastructure, le fait également qu'on sépare l'édition de la production, si j'ai bien compris Amadou, pour les patrons de les télévisions, ça va changer quoi? Mais comme l'a dit Amadou, maintenant on a trois acteurs. Il y a l'éditeur, les éditeurs. Nous devenons de simples acteurs. Pour m'amuser, j'ai dit, on s'appelle aujourd'hui télédiffusion, radiodiffusion, télévision du Sénégal. On va s'appeler simplement radio-télévision du Sénégal. Parce que la fonction, on se déleste de la fonction de diffusion. Dans le schéma actuel, c'est chaque opérateur télé, chaque éditeur télé qui assure sa diffusion, ou à travers ses sites, ou à travers des colocalisations. Vous allez dans les centres émetteurs de la RTS, qui assurent la diffusion télé et radio, vous verrez des antennes ou des émetteurs d'autres opérateurs télévision, d'autres éditeurs. Parfois, ça a été TFM, d'autres fois, ça a été, etc. L'immeuble Excaf aujourd'hui est rendu célèbre parce que tout le monde a loué un espace là-bas pour pouvoir y implanter son émetteur. Oui, l'immeuble Excaf, l'immeuble Québec plutôt. Donc, ce qui change, c'est que on va confier à TDS tous les services de diffusion que ces chaînes entretenaient individuellement. Donc, cette fonction est dévolue à TDSA. Qu'est-ce que je gagne? Je n'ai plus à entretenir des centres émetteurs. Je n'ai plus à consacrer
un budget important au paiement de frais satellitaires, parce qu'il m'en restera dans tous les cas, c'est-à-dire j'aurai quand même à faire de l'occasionnel. Là, j'aurai besoin de satellites. Mais tout cela, y compris les charges de personnel, les charges d'énergie, les charges liées aux infrastructures elles-mêmes, mais tout cela, je m'en déleste. Et je me concentre désormais sur la production de contenu et à ce niveau-là, je pense que pour que mon contenu maintenant soit vu partout, parce que ça va être l'équité de toute façon, l'équité dans les zones de couverture, parce que chaque chaîne, chaque éditeur va disposer d'un canal s'il est sur le multiplex national. Comme la RTS ne peut plus se prévaloir auprès d'un annonceur que oui, je suis le seul à couvrir le territoire national. Quand bien même il y aurait eu des zones de silence partout, hein, la RTS ne peut pas tout. Il y a tellement de zones de silence dans ce pays que personne ne couvre véritablement le territoire dans son intégralité. Merci. Alors, pour me résumer, je pense qu'on se comprend. Ce que je gagne, c'est cela. Et maintenant, je vais devoir payer ce service. Et ça, c'est l'État quand même qui va calculer combien ce service coûte. Bon, déjà, aujourd'hui, on voit que beaucoup de radios télé ne payent pas les redevances à RTP. Mais ce ne sera plus le cas parce que la TDS va vivre et fonctionner avec ces droits de passage-là. Parce qu'il ne sera pas question pour l'État de subventionner la diffusion pour les éditeurs, y compris l'éditeur de services publics. Oui, une dernière question complémentaire, hein, monsieur le directeur général de RTS. Ça va changer énormément de choses dans le secteur de l'audiovisuel, mais est-ce que les acteurs sont assez formés? Est-ce qu'ils ont la bonne information? Question surtout aux membres du bureau du CEDEPS que vous êtes. Mais vraiment rapidement, s'il vous plaît. Et au fond, ça ne va pas fondamentalement changer grand-chose. Il y a des gens, il y a des journalistes, il y a des producteurs qui sont à la RTS qui ne savent même pas comment s'organise la distribution du signal. Hein? Le contenu produit, ensuite qui passe par un signal, qui ont fait une montée satellite, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que... Je parle globalement des patrons de presse. Quand on parle du... Pour les patrons de presse... Globalement, oui, pour nous, ce que ça change, c'est énorme, bien sûr, je dis. Parce que je pensais que vous parliez de la manière de faire la télé. Ça ne change pas la manière de faire la télé. Maintenant, du point de vue du management, du point de vue de l'économie des médias, il y a quelque chose qui change. La RTS, qui avait plus de 14 à 15 centres émetteurs, n'en a plus besoin. Aujourd'hui, si le mouvement devait comprendre aussi la diffusion radio, nous, on se serait délesté de tous nos centres émetteurs. Mais la radio, c'est pour 2023-2024. Et c'est Excaf aussi, c'est TDS qui va loger toutes ces antennes-là. Parce que plus tard aussi, les opérateurs radio, les éditeurs radio vont devoir se débarrasser de cette fonction de diffusion. Est-ce que vous voyez? Donc, sur le plan économique, de l'économie des médias, il y a une branche que je n'aurai plus à gérer. Donc, je dois me concentrer sur comment assurer la production par un matériel adéquat, comment avoir des ressources humaines de qualité, comment acquérir de bons programmes, comment voir aujourd'hui les convergences, mettre en plateforme, en marche des plateformes digitales pour pouvoir se donner le maximum de support, n'est-ce pas, convergent ou en tout cas relayant, entre guillemets. Donc, je pense que c'est plutôt cela que ça change, en vérité. Moi, je n'aurais plus à recruter 4 ou 5 ingénieurs de transmission. J'en aurais besoin parce que là, le problème qui va rester aussi, c'est que la TDS ne pourra pas être là pour assurer l'occasionnel pour les autres. S'il y a un match, s'il y a le président de la République, par exemple, qui fait ses tournées, il veut du direct, ou
il y a un spectacle à Sorana ou un grand théâtre, on veut du direct. Ce que TDS va demander à Sidi Diagne s'il a ce marché-là, mais fait tout pour produire le signal et me l'amener. Et à partir de ce moment, nous, on va travailler sur ce qu'on appelle l'occasionnel. C'est ça qui va nous rester. Merci. Merci beaucoup, Racine Talla. Merci vraiment pour tous ces éclairages. Bien sûr, c'est important. Je suis sûr qu'on va occulter bien des aspects parce que le sujet est important, il est large. Mais naturellement, les aspects juridiques restent très, très importants. Et ça me permet d'accueillir Matar Sall, qui est le directeur de cabinet de Babacar Diagne. Babacar Diagne, qui est le président du CNRA. Naturellement, on parle de régulation parce que le CNRA est un peu l'ARTP du secteur de l'audiovisuel. Alors, Matar Sall, rapidement, côté aspect juridique, ça va changer quoi quand on bascule intégralement dans la TNT? Ça va changer quoi? Juste introduisez-nous un peu à ces différentes subtilités peut-être juridiques auxquelles il faut se préparer. Oui, bonsoir Ousmane, bonsoir à tous les participants. Vraiment, vous remercier d'avoir organisé ce panel qui parle aujourd'hui d'un thème très, très important. Parce que déjà, l'appellation même, effectivement, vous avez bien choisi l'appellation, la longue avenue de l'analogie. Effectivement, donc là, on se rappelle, en 2015, on avait lancé la TNT, mais jusqu'ici, il y a toujours le simulcast. Donc là, ce qui fait que vraiment, encore une fois, on était toujours donc vraiment dans l'analogique. Oui, les panélistes Sidi Diagne, donc le DG Racine Talla et le DG Amadou Diop, donc vraiment ils ont parlé de la situation et je pense que quand même depuis quelque temps il y a eu des avancées énormes, n'est-ce pas? Donc là déjà la première avancée c'était déjà la création de la TDS. Donc là et effectivement comme la fonction de diffusion doit maintenant revenir à un nouvel acteur, n'est-ce pas? Donc, il fallait créer la TDS et c'était déjà fait depuis 2017, n'est-ce pas? Et il était clairement dit dans la loi que cette société aura pour mission la gestion, l'exploitation technique et commerciale, n'est-ce pas? Donc là, ce qui fait qu'il y aura nécessairement des aspects juridiques. Et parmi ces aspects juridiques, il faut d'abord, après la création de la TDS, donner une base légale à l'intervention de la TDS dans le secteur de la diffusion. Donc, c'est dans ce cadre qu'effectivement, l'organe de régulation a élaboré donc vraiment la convention, a signé la convention depuis le 25 mars 2020. Et donc là, également, le cahier des charges qui accompagne cette convention. Donc, ce qui fait que depuis le 25 mars, quand même, donc là, TDS SA est fondé à véritablement exercer la mission qui lui est dévolue par la loi qu'il a créée. Et aussi, donc le DG de TDS a parlé de, par exemple, donc maintenant, à partir du moment où c'est TDS qui diffuse, donc là, forcément, donc là, vraiment, il y aura une contrepartie. Il a parlé vraiment des droits d'accès, donc de diffusion. Là aussi, il faut fonder donc cela sur vraiment donc des textes juridiques. Et de par la loi portant création, portant code de la presse, il est clairement dit que c'est l'organe de régulation qui approuve, n'est-ce pas? Donc vraiment la grille tarifaire. Et effectivement, là, je pense que vraiment on est très avancé, on est en train de travailler sur cela. Et ce qui est le plus important, c'est la démarche vraiment inclusive. Parce que vraiment aussi, donc, il s'agit d'un chantier énorme. Il faut véritablement que l'inclusion soit véritablement la méthode choisie pour éviter vraiment de faire dans l'imposition ou bien pour éviter de donner le sentiment que donc vraiment on n'a pas été associé. Donc c'est la raison pour laquelle même il y aurait vraiment donc des ateliers, des séminaires peut-être même pour partager, n'est-ce pas, donc vraiment les propositions et éventuellement pour recueillir véritablement les observations sur ces différents points. Là, je pense que du point de vue juridique aussi, donc vraiment, le travail nécessaire est en train d'être fait. Et sous peu, vraiment, on va boucler tout le processus. Par exemple, donc là, la semaine passée, il y avait donc un séminaire entre le ministère TDS et le CNRA. C'était pour parler un peu de l'ensemble de ces points qui concerneront vraiment cet aspect, cette phase importante de l'évolution.
Notamment, donc là, on abordait donc vraiment, encore une fois, les questions sur les redevances, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait aussi, donc, parce qu'avec la loi aussi, il faut une redevance audiovisuelle. Il y avait la grille, il y avait les conventions et cahiers des charges, ce qui fait que vraiment, donc là, un énorme travail est en train d'être fait et je pense que vraiment, on est donc vraiment dans la dernière ligne pour aller vers donc vraiment l'effectivité de la TNT au Sénégal. Oui, oui, Matassar, une question de Bokar Alpha-Kana. Je précise que j'ai reçu beaucoup de questions, on sera débordé. On va tenter d'en choisir quelques, bien sûr, pour alimenter la réflexion. Bokar Khan qui dit quel pouvoir donner au CNRA et à TDS dans la délivrance d'autorisation aux nouvelles chaînes de télévision? Il y en a beaucoup déjà et il y a beaucoup de projets pour un petit marché. Oui, donc là, quel pouvoir donner peut-être au CNRA, pas à la TDS? Parce que donc là, de par la loi, maintenant c'est le ministère qui autorise, mais donc là, le ministère doit recueillir l'avis conforme de l'organe de régulation. Donc, en résumé, la procédure, c'est comme cela. Par exemple, le procédé, donc vraiment de base ou bien par excellence, c'est l'appel à candidature. N'est-ce pas? Donc là, en période, s'il y a appel à candidature, l'organe de régulation va lancer l'appel à candidature et maintenant, donc là, va instruire les dossiers, va sélectionner les meilleurs dossiers, n'est-ce pas? Et sur la base, donc vraiment de cette liste, là, les sélectionnés vont déposer une demande au ministère. Donc, c'est adressé au ministère et le ministère va transférer le dossier à l'organe de régulation qui va instruire le dossier, qui va donner un avis. Et si l'avis est favorable, effectivement, le ministère va autoriser. C'est après maintenant l'autorisation que, donc vraiment, la personne ou bien donc le demandeur va venir signer une convention avec l'organe de régulation et dans laquelle convention il faut ajouter le cahier des charges qui accompagne. Et donc après, maintenant, la signature de la convention, maintenant, donc le concessionnaire, parce que maintenant il a signé la convention, il devient le concessionnaire. Le concessionnaire maintenant va signer un contrat. S'il s'agit d'un éditeur, par exemple, il va signer un contrat avec TDS. Parce que c'est ce contrat-là qui prévoit quelles sont les obligations de tout un chacun, quels sont les droits de tout un chacun. Donc, ce qui fait qu'avec ce contrat-là, voilà, TDS va commencer à diffuser les programmes donc, de cet éditeur et maintenant, donc, l'organe de régulation va veiller au respect donc, des engagements contractuels de tout un chacun. Merci, merci Matar Sall. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du président du CNRA, Babacar Diagne, que l'on salue au passage. C'est important, bien sûr, sinon c'est nécessaire simplement d'avoir le CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, dans ce panel. Je reviens vers Amadou Diop, directeur général de TDS. D'abord, une première question, mais vraiment à laquelle il faut répondre en une seconde si c'est possible. Est-ce que le tarif du droit de passage a été fixé? Amadou Diop. Non, le tarif n'a pas encore été fixé. Comme vous l'avez si bien exprimé, hein, le CNRA, aujourd'hui, la responsabilité du catalogue de services et de la grille tarifaire, ou bien même de l'approbation notamment de cette grille, est sous la responsabilité du CNRA. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans une démarche consensuelle. Il y a des propositions qui sont faites, qui doivent être discutées et approuvées par les différents protagonistes. Hein. Autant nous, on peut faire des propositions en accompagnant le CNRA, mais il y a les éditeurs aussi qui sont les principaux concernés. Donc, dans ce sens-là, tant que les discussions aujourd'hui ne sont pas finalisées, on ne peut pas dire ou bien confirmer que les tarifs sont fixés ou sont fichés. Le plus important, la constante de base qu'il faut prendre en compte, c'est que le transport a un coût. Elle se fait soit par fibre ou par satellite. On collecte un signal des chaînes de télé vers le cœur de réseau et du cœur de réseau, on diffuse sur l'ensemble du territoire. Donc, tout ce transport-là a un coût. Ça se fait par fibre, ça se fait par… Je réponds à une question au passage, je ne sais pas qui l'a posée. Ça se fait par fibre ou par satellite. Et derrière, c'est ce coût-là, normalement, qui est rétribué, qui est répercuté plutôt chez les éditeurs, donc dans l'absolu. Oui, Racine Talla, DG de RTS, l'a dit tout à l'heure, hein, le TDS va bien sûr reprendre une bonne partie des charges des acteurs hein, de l'audiovisuel qui vont évidemment… Il y aura un coût, comme il a dit, et c'est très bien compris, je pense. Maintenant, parlons du contenu. Est-ce que
toutes ces charges que vous reprenez un peu aux autres, est-ce que ça va leur permettre, ce travail de moins, est-ce que ça leur permettra de mieux se concentrer sur la qualité? Oui, je pense. Bon, je ne vais pas mettre à la place des éditeurs, mais à mon avis, cette transformation va aider un peu les télés à se concentrer sur leur cœur de métier. Mais dans l'absolu, tout à l'heure, je pense que DG Racine l'a abordé, la question qui tourne autour du modèle économique qui va garantir la pérennité des activités d'édition et une question qui est prépondérante et qui se pose de manière accrue. Aujourd'hui, quel type de programme, quel type de qualité d'image, quel type de contenu. Et je pense que l'ensemble de son intervention s'est articulé autour de ces sujets qui vont lui permettre de faire la différence en termes de produits ou proposés par rapport à ce que le marché attend. Donc, dans l'absolu, dans ma compréhension, ce changement-là devrait normalement pousser les télés à améliorer la qualité de leur contenu et notamment parce que le défi, va tourner autour de ça. Donc, ça va tourner autour du meilleur contenu, du contenu le plus pertinent par rapport à un marché aussi qui est en pleine évolution où les usages et les habitudes de consommation ont évolué. Toujours relativement à ces contenus, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une politique claire? Est-ce qu'aujourd'hui, bien sûr, avant de basculer intégralement, faudrait-il savoir comment basculer et puis quoi trouver comme contenu? Est-ce que il y a une politique claire en matière de contenu aujourd'hui? Pour ne pas mobiliser un peu la parole, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce panel, c'est qu'il y a Mamadou Bal qui est là, il y a Malik Ndiaye qui était le père à l'époque du Comité national du numérique, qui a défini un peu, défriché les grands axes. Il y a Ousseynou Dieng qui est au niveau du ministère et chaque acteur a un rôle à jouer. J'ai parlé du rôle prépondérant qu'a joué la RTS, mais il y a aussi un ministère qui a en charge la gouvernance du secteur. Et dans cette gouvernance-là, on parle de la cartographie du paysage audiovisuel qui définit les types de télé en termes de télé thématique, en termes de télé régionale et tout cela est dans un document qui est consigné au niveau du ministère de la Culture et de la Communication. C'est dommage que Ousseynou ne soit pas là, mais il aurait pu en parler pour définir ce qu'est le futur de la télé. Et aujourd'hui, quel serait le rôle de chaque acteur? Donc, je pense que Malik peut en parler, Mamadou Bal peut en parler, Racine peut en parler pour que je ne monopolise pas trop la parole sur ces questions liées à l'évolution future de notre paysage audiovisuel. J'espère que ce n'est pas parce que la question est une patate chaude que... Non, je pense que j'y ai répondu. Aujourd'hui, le futur de la télé, on a parlé de la cartographie et qui définit les types de chaînes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a posé la question aujourd'hui de notre marché sur la TNT. Le Sénégal est un pays de 15-18 millions d'habitants maximum avec plus d'une vingtaine de chaînes de télé aujourd'hui qui prétendent vouloir être diffusées sur la TNT, comparé à la France qui a 58 millions d'habitants et peut-être 20 chaînes de télé dans la TNT. Donc, quand on fait les ratios, effectivement, on se rend compte qu'il y a un problème là-bas, peut-être, quelque part, en fonction du nombre. Mais quand on fait aussi le tour des télés, on se rend compte que aussi les télés sont différentes plutôt. Donc, il y a toute une régulation à faire là-bas en termes de standards ou de normes qui vont nous permettre de définir le minimum, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé quand on regarde le niveau d'investissement qui est fait au niveau de la RTS, qui est fait au niveau de la 2STV, comparé à peut-être d'autres télés, on ne peut pas les comparer ou les gérer de la même manière. C'est ça la réalité des choses. Donc après, ça a une incidence sur les charges qu'on leur impose, ça a une incidence sur l'action que ces éditeurs-là doivent avoir. Donc, il y a plein de choses à dire, Ousmane. Merci. Et comme je dis, je préfère laisser peut-être la parole aux autres qui aient le temps de... Voilà. On a compris. J'ai taquiné, rassurez-vous, j'ai taquiné tout à l'heure. Bon, comme vous l'avez dit, c'est dommage qu'on n'ait pas eu Ousseynou Dieng, qui est le directeur de la communication, avec qui nous avons échangé plusieurs fois pour le préparer un peu au panel. C'est dommage qu'il ne soit pas au rendez-vous, mais comme le panel se poursuit, peut-être qu'il va prendre, disons, le panel en marche, pour ne pas dire le train en marche. Une question à Sidi Diagne. Sidi Diagne, je reprends une question toujours de Bokar Alpha Kana dans le forum, dans la discussion. Il dit comment Excaf va faire face à la concurrence avec les Guinéens
de Orange et de Canal, notamment les deux. Sidi Diagne. Bon, je pense qu'il faut déjà noter que actuellement, il n'y a pas de frontière entre les télécoms et l'audiovisuel. Donc, de manière globale, autant que ce soit ESCAF, peut-être parce que ESCAF est le partenaire technique de l'État dans ce projet, donc aura à faire face à une concurrence, autant également même l'ensemble des éditeurs devra faire face à également l'avancée technologique qui fait qu'aujourd'hui, la télé se regarde sur smartphone, sur iPhone, sur les tablettes et autres appareils, devices. Donc, bon, nous, aujourd'hui, nous avons une convention avec l'État qui nous permet de mettre à disposition pour l'ensemble des foyers du Sénégal un décodeur. Charge à nous d'avoir des contenus suffisamment attractifs pour que le bouquet payant soit une nécessité ou un besoin pour les consommateurs sénégalais. Donc, c'est un travail que nous faisions même du temps du MMDS. Il y avait déjà Orange, il y avait déjà Canal. Encore faudrait-il que, bon, sur le plan juridique, l'ensemble des acteurs puissent être logés à la même enseigne. Mais ça, c'est un autre débat. Mais nous comptons bien, nous avons l'expérience pour ça. Et je pense que toutes les conditions aujourd'hui peuvent être réunies pour qu'on s'en tire quand même et facilement. Question de Pathé Thiam, responsable département transmission à la RTS. Il dit, est-ce que l'adhésion des populations a été obtenue? Est-ce qu'il y a de l'engouement côté population concernant la TNT, les décodeurs notamment? Sidi Diagne? Oui, Sidi. La question m'a échappé. Oui, question de Pathé Thiam, responsable du département de transmission de RTS, qui dit, est-ce qu'il y a une adhésion des populations autour notamment de cette distribution des décodeurs? Bon, je ne sais pas si j'ai vu la question, je ne sais pas s'il parle nommément des décodeurs, mais je pense que comme tout changement aujourd'hui, ESCAF ne peut pas donner l'impulsion qu'il faut pour qu'il y ait une adhésion au niveau des populations. Je pense que nous, notre travail, c'est de bâtir l'infrastructure, de faire en sorte que, avec l'aide des autres composants, des autres partenaires, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau du secteur privé, pour que cette transition numérique soit une réussite. Après, que l'infrastructure technique soit bâtie, ce qui fera l'adhésion, c'est le contenu qu'on en donnera. C'est aujourd'hui, Racine Talla l'a si bien dit, Amadou Diop en a parlé également, les éditeurs auront peut-être moins de charges pour assurer une couverture nationale et peut-être auront plus de moyens pour bâtir ou en tout cas produire des émissions de qualité. Et je pense que c'est un ensemble qu'il ne faut pas dissocier. Et ce n'est pas essentiellement à ESCAF et seulement à ESCAF de faire les efforts ou en tout cas de conjuguer des efforts pour qu'il y ait une adhésion. Merci. En plus des contenus, nous allons parler de la fameuse problématique de la publicité. On en parle beaucoup. Beaucoup pensent que la TNT va aider à régler cette question. Bien sûr, dans un second temps, j'aurai les avis de mes discutants. Ils sont 4 et je les remercie. Mais d'abord, question, je me tourne vers Honoré Mendy. Chef projet TNT au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel de France. Aujourd'hui, Honoré, côté publicité, parlez-nous un peu de l'expérience française. Ça a été réglé comment? Parce qu'on sait qu'avant, peut-être là-bas, chacun se réveillait un jour et se disait être le plus regardé. Mais en principe, si tout va bien, la TNT va donner une mesure claire et objective de l'audience quotidiennement. En France, ça a été réglé comment cette distribution, ce partage de la publicité? Alors, c'est vrai que concernant les audiences que chaque éditeur de programme peut faire sur la TNT, aujourd'hui, en fait, c'est comptabilisé par un institut qui s'appelle Médiamétrie. Donc, Médiamétrie est capable
de dire sur une soirée sur une journée ou sur une soirée télévisée que telle chaîne a fait le plus d'audience. Après, concernant donc le marché de la publicité et de la manière de son fonctionnement en France, il y a des comment dirais-je, c'est les chaînes en fait qui sont chargées de vendre des écrans publicitaires en fonction à des annonceurs. Et ces écrans publicitaires, donc effectivement, enfin tout le monde en a conscience, leur prix va dépendre donc du programme qui est proposé et du potentiel en fait de téléspectateurs que ce programme peut capter. Après, c'est vrai que concernant le marché de la publicité, encore une fois, c'est les éditeurs de programmes en fait qui soit font appel à une société qui peut gérer le marché publicitaire pour plusieurs chaînes, ou bien en fait les éditeurs de programmes vont avoir leur propre société qui va gérer le marché publicitaire. Après, c'est vrai que moi, sur ces aspects-là de publicitaire, c'est un aspect que j'ai pas spécialement en tête et que je maîtrise pas spécialement parce que je suis plus axé sur le côté technique. Oui. Mais effectivement, sur le marché publicitaire, il peut y avoir deux configurations. Une configuration où on a une société qui va gérer les intérêts de un ou plusieurs éditeurs de programme, ou bien chaque éditeur de programme peut avoir sa propre société en fait qui va gérer donc ce marché publicitaire. Merci. Matar Sall, est-ce que le CNRA a déjà un bon document pour cette régulation de la publicité, ou bien vous allez me répondre la TNT venant va tout prendre en charge directement, ne serait-ce que par la mesure objective, hein, si on peut le dire comme ça, et objective et naturelle des audiences? Oui, Ousmane, donc là, il faut le dire aussi, donc là, dans les futurs cahiers des charges, donc beaucoup de dispositions concernent la communication publicitaire. Parce que le Code de la presse, donc là, a prévu donc certaines dispositions, n'est-ce pas, relatives à la publicité, même si donc on n'a pas encore de nouveaux codes sur la publicité ou bien une nouvelle loi sur la publicité. Au moins, donc dans les cahiers des charges, vraiment, donc on essaye de réglementer. Notamment, par exemple, dans les cahiers des charges, on prévoit même donc le volume de publicité à diffuser, n'est-ce pas? Quand diffuser, comment diffuser, qu'est-ce qu'il faut diffuser, qu'est-ce qu'il est interdit. Donc, c'est pour dire que vraiment, la réglementation va permettre véritablement de mettre de l'ordre, mais également véritablement de réglementer ce secteur, parce que vraiment, donc là, qu'est-ce qu'on constate, c'est que c'est presque donc une zone qui n'est pas réglementée, parce que aussi, il faut le dire, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle a priori. Parce que, vous le savez, la loi de 1983 prévoyait donc la création d'un organisme qui va s'occuper donc vraiment de la régulation de la publicité, ce qui signifierait que cet organisme pourrait intervenir a priori, mais également a posteriori. Cet organisme n'a jamais été créé. Et également, donc là, pour ce qui concerne la régulation de la publicité, aujourd'hui, le peu de régulation qui existe, c'est quand ça passe dans les médias audiovisuels. N'est-ce pas? Donc là, ce qui fait que véritablement, donc là, c'est après diffusion et effectivement, comme c'est pas réglementé a priori, là, on ne savait pas comment, qui, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Donc, mais dans les futurs cahiers des charges, quand même, vraiment, donc là, cette question est largement prise en charge et vraiment, je pense que ça va, en attendant d'avoir une nouvelle loi sur la publicité, ça va permettre véritablement de mettre un peu d'ordre, mais également de démocratiser, entre guillemets, la publicité parce que c'est réglementé. N'est-ce pas? S'il y a, par exemple, un volume donc vraiment de publicité qu'il faut prendre, là, ça signifie que donc là, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes un éditeur, donc consacrer tout le temps donc, à diffuser des messages publicitaires. Donc là, ça sera réglementé et c'est conformément à la loi portant code de la presse. Merci. Amadou Diop? Oui. Oui, pour ce qui est maintenant des services à valeur ajoutée, comme on les appelle, parce que quand on parle de TNT, peut-être beaucoup pensent que c'est le symbole de la TNT, c'est la clarté des images. On sait qu'il y a un nombre infini de services qui doivent venir avec, sauf que là, on n'en parle presque pas.
la mesure de l'audience, des services liés un peu au paiement électronique, pouvoir interconnecter la télévision avec Internet, par exemple, pour ce qui est, bon, je ne suis pas le technicien, bien sûr, mais un lien hypertexte, par exemple, sur lequel on pourrait cliquer pour connaître un peu plus la personne ou le programme. Ces services-là, on en parle rarement, et pourtant, l'extinction de l'analogique au Sénégal, c'est presque pour demain. Oui, je pense que effectivement, mais bon, quand tu as écouté un peu l'intervention des différents panélistes, on a parlé de convergence, par exemple. Oui. On parle de convergence, on parle de la vidéo, on parle de la donnée, mais on parle aussi des, comment dirais-je, on parle de la vidéo, de la data et des images quelque part. Et ça répond aujourd'hui aux usages actuels. C'est vrai que la TNT est une option prise par nos États pour libérer des fréquences qui vont servir aux télécoms, mais derrière, la qualité de l'image qu'on apporte répond effectivement à une certaine méthode de traitement de l'image. Mais quand on regarde comment nos usages ont évolué, plus en plus, les gens ils regardent la télé sur différents types de supports. Et à partir de ce moment-là, donc au-delà de la télé traditionnelle qu'on va apporter à travers la TNT, les gens vont faire de la VOD, les gens vont vouloir avoir accès à des fonctions de replay, les gens vont vouloir accès à des services de catch-up et les gens vont vouloir avoir accès à des plateformes OTT, tout ce qui est over the top. Et tout ça, ça fait appel à des ressources en termes de traitement. Quand on parle de la VOD, c'est de l'archivage d'abord, c'est du référencement, c'est de l'indexation du contenu pour le remettre à disposition de l'usager. Et donc là, tu as mis un pas important sur la valorisation et la monétisation des contenus, qui est un pan important de toute cette transformation digitale qu'on va vivre. Aujourd'hui, juste pour terminer, tu as parlé tout à l'heure de la publicité. L'un des facteurs importants pour pouvoir faire grossir le marché publicitaire est la mesure d'audience. Parce que quand on parle de mesure d'audience, c'est adressé aux annonceurs qui doivent avoir une visibilité de qui regarde quoi, de quel programme est le plus regardé pour pouvoir miser ou pouvoir investir. Cette indisponibilité quelque part de l'information par rapport à la mesure d'audience est un facteur bloquant par rapport à la croissance du marché publicitaire. Donc, le fait de mettre en place ce service qui est plus que pertinent et aujourd'hui, dans la configuration actuelle, au niveau des décodeurs, il faudrait peut-être ajouter des dongles parce que ça ne se fait pas de manière native et qui nous permettent d'interagir avec des usagers. Donc, globalement, l'interaction va être au cœur des services à valeur ajoutée aujourd'hui autour de l'exploitation des plateformes over-the-top, autour notamment de tout ce qui est relatif à l'archivage et à la valorisation ou à la monétisation des contenus. C'est une réflexion qui est en train d'être menée. Effectivement, on a eu des priorités en termes de couverture et en termes de fourniture du marché, peut-être en termes de décodeurs. D'un point de vue réglementaire, encore une fois, organiser tout ça avant le lancement de ces services, parce que tout ça doit être naturellement régulé. Et merci. Nous y avons travaillé, en tout cas, pour vous rassurer. Merci beaucoup, Amor Diop. Racine Talla, toujours sur la publicité, beaucoup pensent que la TNT arrivant va aider à réguler, va même autoréguler le secteur et que de bonnes chaînes disparaîtraient. Vous en pensez quoi en tant que patron d'une grosse, disons, d'une grosse chaîne du secteur public? Moi, je ne serais pas aussi affirmatif. D'abord, il faudrait que la TNT peut-être dispose de cet outil qui permettra de mesurer les audiences. Vous avez interrogé notre collègue du CSA, il vous a tout de suite dit qu'il ne s'occupe pas de cette fonction-là. Il faut que cette fonction-là existe bien. Ou que la future société de publicité ou le régulateur, le CNRA, qui va même changer de nom, puisse disposer d'instruments de mesure des audiences. Ça, c'est important. Pour que on ne fasse pas des sondages commandés à la carte pour aller vraiment raconter du n'importe quoi aux annonceurs. On le sait ici, tout le monde veut être premier. Tout le monde se dit premier. Or,
même les mesures d'audience aujourd'hui ont changé. On ne peut plus dire que c'est telle chaîne qui est première, telle autre deuxième. On va dire l'émission X qui passe sur la chaîne Y, de telle heure à telle heure, rafle l'essentiel des audiences. C'est ainsi que ça se passe maintenant, parce que c'est la liberté du zapping. Et pourquoi? On va chercher à produire ou à diffuser les meilleures émissions durant ces heures-là, à avoir les meilleurs bulletins d'information, à avoir peut-être les meilleurs films, à avoir surtout les meilleurs programmes interactifs. Mais la publicité, c'est l'annonceur qui est maître. Et quand on parle de régulation de la publicité, moi, ça me fait un peu rire. Oui. Parce que les tarifs ne sont pas les mêmes. Les gens, ils vendent comme ils veulent. Moi, je dis, je suis le premier au Sénégal en matière de recettes publicitaires. Et pourtant, mes produits sont les plus chers. Et on ne m'a jamais classé premier. C'est paradoxal. Et premier, surtout par rapport à ce que je gagne, c'est la part achetée par l'État, ça ne fait même pas 5%. Donc, ce qui va arriver, c'est que si le CNRA est rigoureux, il y aura une sélection naturelle des éditeurs qui vont rester. Parce que quelqu'un l'a dit, on ne peut pas avoir des chaînes, des éditeurs qui investissent sur des plateaux techniques, qui investissent sur un personnel de qualité, qui investissent sur des programmes et être traités de la même manière que certaines chaînes que moi je considère comme thématiques et qui ont pignon sur rue. Et à partir de ce moment, les critères, les mêmes critères, si on ne les applique pas aux mêmes diffuseurs, mais les diffuseurs traditionnels vont se révolter. Je pense à 2S, je pense à TFM, je pense à Excaf, à RDV et Dunia. Parce que si on nous dit, oui, vous êtes de grandes chaînes, vous allez payer plus. Les autres, c'est de petites chaînes, mais qui ont accès au même rayon de couverture que nous, qui ont un canal qui a le même spectre que nous. À partir de ce moment, et c'est là qu'on attend le CNRA. Ce n'est pas sur réguler la publicité. Réguler la publicité n'est pas dérégulée. Pas du tout. Maintenant, on peut la réguler en disant qu'on ne peut pas couper un journal ou on ne peut pas dépasser un certain volume de publicité pour ne pas fausser l'esprit de service public attaché à chaque diffuseur, éditeur, futur privé. Il ne faut pas qu'on utilise, parce que ce n'est pas des téléventes, il ne faut pas que les télés généralistes soient des chaînes de vente de publicité. Quand bien même elles pourraient avoir des plages conçues pour cela. Donc, ça c'est un débat très très sérieux. Parce que les chaînes vivront de publicité et subsidiairement de recettes de subventions de l'État. Le débat s'est posé pour le service public. Mais nous, on a dit niet quand ils ont dit qu'il faut limiter le volume de publicité que gagne la RTS. En France, ça a été tenté, mais les gens ont dit que nous, on préfère Antenne 2 parce que les produits qu'on vend, c'est les audiences de Antenne 2. Nous, on vend de la viande pas chère, on vend une tablette 2 à telle chose, alors que sur l'autre chaîne, TF1, qui a une audience plus ou moins classe moyenne, etc. Mais ceux qui vont à Lidl, mais c'est la 2 qu'ils regardent. Et ensuite, il y a eu une inversion, n'est-ce pas, des recettes publicitaires. On a vu une chaîne publique être number one. Donc, il n'y a pas de certitude dans ce domaine-là et il ne faut pas non plus qu'on fasse trop les savants. C'est des terrains glissants, c'est de nouveaux domaines. Il faudrait qu'on y travaille avec beaucoup de méticulosité. Merci, merci. Merci beaucoup, Racine Talla. Je sais que Matar Sall du Conseil national de régulation de l'audiovisuel a pris bonne note. Mamadou Bal, je rappelle que Mamadou Bal est aussi avec nous. Il est
l'un de nos discutants à côté de Malik Ndiaye parce que Matar Sall a pris la parole tout à l'heure et que Ousseynou Dieng, directeur de la communication, n'est pas au rendez-vous cet après-midi. Mamadou Bal, un regard global un peu sur ce qui a été dit jusqu'ici. Je rappelle que vous êtes expert audiovisuel, vous avez été directeur de la télévision au Sénégal et vous avez joué un rôle prépondérant dans le montage de la 2S. C'est vraiment un acteur connaissant l'écosystème que nous vous recevons. Un regard un peu global sur ce qui a été dit jusqu'ici. Merci Ousmane et bonjour à tous les participants. Bonjour Mamadou. Je vois que l'image ne vient pas, mais pourtant j'ai envoyé une image, qu'est-ce qui se passe? On règle ça tout de suite, rassurez-vous. Juste pour dire que j'allais commencer par là où a fini tout à l'heure le directeur général de la RTS, M. Racine Talla. La publicité, effectivement, elle est importante à gérer. Et autant nous avons un code des télécommunications, autant nous avons un code de la presse, autant il nous faudra un code de la publicité. Parce que si vous y faites un peu attention, la radio a tué, complètement tué, la publicité à la radio a tué la radio. Quand les radios privées arrivaient, les spots publicitaires étaient vendus à un certain prix sur les radios. Il y a eu un enchaînement de dumping. À chaque fois qu'une nouvelle radio arrivait, elle cassait les prix. Une autre qui arrive derrière casse les prix, ainsi de suite. Et à ce moment, au moment où je vous parle, avec 3 fois rien, même pas 5 000 francs, vous pouvez avoir un spot sur certaines radios. Ce n'est pas normal. Et le résultat, aucune radio ne peut assurer elle-même ses propres charges, sans ouvrir le téléphone, etc. Cela dit, je pense que ce genre de débat est très utile si nous allons au fond des choses. Parce qu'en réalité, quand on a parlé tantôt de TDS, TDS ne se limite pas simplement à la diffusion. TDS aussi part depuis la contribution, c'est-à-dire le transport du signal. C'est un métier que de transporter. Ailleurs, il y a des sociétés qui ne font que transporter le signal. Transporter le signal de chez l'éditeur à son diffuseur parce qu'il y a plusieurs diffuseurs. Mais ici, TDS s'occupe et du transport et de la diffusion. Donc, la contribution, la diffusion, mais aussi des valeurs ajoutées. Rappelons que l'étude que nous avons menée au Sénégal depuis 2009, dirigée par M. Malik Ndiaye, est l'étude la plus complète dans cette partie de l'Afrique. Bien des pays africains de la sous-région sont venus à Dakar se sourcer sur le travail que nous avions fait à l'époque, parce que nous avions travaillé vraiment très large. Les valeurs ajoutées, toutes les valeurs ajoutées doivent être gérées par aussi, les valeurs ajoutées de la TNT doivent être gérées par TDS, y compris la médiamétrie, qui a son importance, comme le disait tout à l'heure M. Racine Talla. La médiamétrie, l'étude de l'audience, la médiamétrie, c'est une société, mais l'étude d'audience doit permettre aux éditeurs de pouvoir recentrer leur production, reloger leur production à une certaine heure, en tenant compte de la concurrence. Une émission peut être bonne si elle est diffusée à 22 heures et moins bonne sur l'audience si elle est diffusée à 21 heures parce qu'en face, quelque part, il y a une autre chaîne qui développe une émission beaucoup plus suivie, ainsi de suite. L'audience aussi, c'est cette médiamétrie. Les annonceurs en ont besoin pour savoir vers quel programme se tourner. Et comme il l'a dit, la médiamétrie ne sert pas la télévision, n'est pas faite pour la télévision, pour dire que telle chaîne de télévision est première ou deuxième. La médiamétrie, ce sont les émissions. C'est l'étude de l'audience quart d'heure par quart d'heure. Quelle est l'émission qui est suivie? À quel pourcentage cette émission est-elle suivie? Une bonne orientation pour les directeurs de programme, tout comme pour les annonceurs. Mais cela dit, il faudrait comprendre la TNT pourquoi. Nous sommes en train d'en parler actuellement quand d'autres l'ont déjà dépassé. Quand Genève 06, Genève 2006 demandait aux pays africains de passer à la TNT vers 2014-2015, mais les chaînes européennes, américaines, les éditeurs européens américains étaient déjà dans la TNT parce qu'ils ne trouvaient pas un intérêt
que de s'encombrer de plusieurs sociétés qui ne font que les alourdir. Parce que disons-le, ici en Afrique, pas seulement au Sénégal, la chaîne de valeur de nos chaînes de télévision, la chaîne de valeur n'est pas bonne. Quand on se permet de vouloir faire de la production, de l'édition, de l'archivage, du transport, de la diffusion, on s'alourdit. On se rend compte qu'on est en train... la RTS, par exemple, n'est pas une société, c'est à la limite une holding de 5 sociétés. Elle produit, elle édite, elle archive, elle transporte, elle diffuse. Avec ses centres émetteurs et autres, c'est une machine trop lourde, excessivement lourde, et on ne les voit, ces machines-là, qu'en Afrique. Ailleurs, on est soit producteur, et à la limite producteur et éditeur, soit on s'occupe d'archivage, comme l'INA, on s'occupe de transport, ou on s'occupe de diffusion, mais pas tout en même temps. C'était donc une occasion pour l'Afrique de casser des valeurs trop lourdes, pour en venir à ce que les chaînes de télévision doivent faire et savoir bien faire, c'est de l'édition. Et nous devons, nous, Africains, en profiter pour mettre un peu de l'ordre chez nous. C'est un désordre extraordinaire. On n'y reconnaît personne. Monsieur Bal? Oui. Monsieur Bal, oui, une minute, s'il vous plaît. Je vous retourne la parole tout à l'heure. Je donne le micro, la parole à Racine Talla parce qu'il veut se libérer. Il est en périple là, à l'intérieur du pays. Alors, 2 minutes rapidement, monsieur le directeur général. Après, on revient à monsieur Bal. Merci aussi, monsieur Bal. Je suis en phase avec lui. Parce que vous savez, les choses ont changé. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans la littérature qui concerne les médias, on va plus parler d'économie des médias que de sociologie même des médias. Pourquoi? Parce que la notion de médias de masse, elle n'existe plus. C'était quand une radio d'un point A pouvait toucher le maximum de monde. Aujourd'hui, aucune chaîne ne peut te dire qu'à 20 h, je touche 80% ou 90% des audiences. C'est des segmentations. Donc, et cette segmentation-là est en train même de dicter ce que M. Bal a dit concernant la concentration de certains métiers ou de certaines fonctions au sein même d'une seule et même entreprise. Vous allez dans de grandes chaînes de télévision, même leur service montage, ils le sous-traitent. Leur service de pitch, ceux qui font les réalisations, c'est fait à l'extérieur. Il n'y a pas de service maquillage à l'intérieur, etc. Donc, ils s'occupent de fabrication de contenu et même les programmes. Prenez une chaîne comme la 2, prenez une chaîne comme TF1. Ce n'est pas des journalistes qui y sont ou des animateurs permanents qui fabriquent ces émissions. Je vous donne, on n'est pas couché, au tararatata, à l'époque, tout ça. Et pourtant, des émissions quotidiennes ou questions pour un champion, c'est des privés qui le font. Et ça crée de l'emploi ailleurs. Ils peuvent utiliser des caméras, ils peuvent être des réalisateurs, ils peuvent faire du montage. Donc, tout cela permet aux éditeurs de se concentrer sur la recherche des meilleures émissions, sur la confection d'une meilleure grille pour répondre aux préoccupations, aux besoins de consommation audiovisuelle des populations. Parce que là, c'est nous qui devons aller chercher les besoins pour ne pas abêtir quelque part les populations. Mais regardez ces chaînes en continu, que ce soit pour l'information, c'est abêtissant, que ce soit aussi pour le théâtre, mais c'est abêtissant. On ne peut pas être là à consommer la même manière, la même chose, de la même manière pendant 12 heures d'horloge. Hein? Ça donne la constipation ou la diarrhée quelque part de l'esprit. C'est la vérité. Et donc, il y a des modèles aujourd'hui aussi à changer pour respecter simplement le téléspectateur. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup Racine Talla. Vraiment, j'étais très ravi et honoré de vous avoir dans ce panel. Je l'ai dit, vous êtes intervenu malgré un long voyage à l'intérieur des régions. Mais nous vous souhaitons une bonne suite pour disons, les autres régions. Et nous remercions également voilà, Nafissatou Diouf, notre consoeur qui a beaucoup aidé à la relation avec Racine Talla, directeur général de RTS et membre du bureau du CEDEPS. Mamadou Bal, s'il vous plaît, l'heure avance très vite. Hein. Je vous donne, si vous êtes d'accord, et vous serez d'accord, j'en suis sûr, 2 minutes
Pour finir, après, je viens vers Malik Ndiaye. D'accord, je vais être assez bref. S'il vous plaît, ouais, s'il vous plaît. D'accord. Je disais simplement qu'il faudrait que nous comprenions la TNT, que nous sachions aussi que la TNT n'est que transitoire. Aujourd'hui, les pays qui étaient passés, les pays du Nord qui étaient passés à la TNT depuis très très longtemps dans les années 2000, mais sont aujourd'hui en train de passer à la diffusion par la fibre optique, puisque demain, vous ne verrez plus d'antennes sur les toits. Il n'y aura plus cette diffusion hertzienne, fut-elle numérique. La TNT est appelée à disparaître parce que simplement la TNT n'avait pas été, disons, imposée par l'UIT pour rendre les images plus belles ou le son plus beau à entendre. Non. La TNT, c'est d'abord pour récupérer les fréquences que les chaînes de télévision, les fréquences analogiques que les chaînes de télévision utilisaient, pour les mettre à disposition de l'Internet à haut débit. Là, je répète encore que la TNT, ce n'est pas pour avoir de belles images, oui. C'est pour rendre disponibles les fréquences utilisées par les chaînes de télévision qu'on peut regrouper sur 1 ou 2 fréquences ou 3 fréquences et rendre le reste aux IMS qui vont les utiliser pour l'Internet. Il faut que nous nous y préparions. Demain, c'est la fibre optique qui sera branchée au téléviseur. Ce n'est plus une antenne qu'il y a sur le toit. Vous allez dans un pays comme le Canada ou les États-Unis, vous ne verrez pas d'antenne sur les toits. La réception, elle est satellitaire ou elle est fibre optique. Et nous y allons. Il faudrait comprendre que la TNT n'est que transitoire. Et aujourd'hui, l'UIT ne force pas les pays africains à vraiment basculer s'ils ne peuvent pas. On ne peut pas obliger un pays africain à le faire. Mais par contre, depuis le 17 juin 2015, il y a une priorité de signal. Le signal prioritaire, c'est le signal numérique, c'est le signal TNT pour régler les problèmes aux frontières. Si un signal analogique vous gêne, vous pouvez demander à ce qu'il soit coupé. Mais chaque pays va y aller à son rythme et c'est ça la logique. On ne peut pas obliger physiquement un pays qui n'est pas prêt à basculer. Mais il y va de l'intérêt de tous les pays de basculer et rapidement pour pouvoir offrir ces fréquences à la modernité, donc à l'Internet au début. C'est simplement ce que moi je voulais préciser et de faire savoir que tout cela doit se faire de façon organisée. C'est pourquoi, comme le DC du CNRA le disait tout à l'heure, il y a des cahiers de charges, il y a des conventions, parce que dans la vie, tout est organisé. Tout doit être organisé. Si nous n'acceptons pas d'organiser, nous n'avancerons pas. Déjà que nous sommes passés de la diffusion à la diffusion plurielle et non pas libre, à la diffusion plurielle, d'une façon assez cocasse, que seuls les Sénégalais ont utilisé. Actuellement, il y a une floison de chaînes de télévision. 18 chaînes de télévision dans ce pays, c'est un peu trop. Il aurait fallu s'organiser autrement et libéraliser autrement. Ce n'est pas trop tard pour bien faire. Il va falloir s'y atteler, il va falloir le faire avec intelligence et dans une très bonne organisation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mamadou Bal. J'étais aussi ravi de l'avoir. Malheureusement, le temps n'est pas assez conséquent pour nous tous parce que c'est important, mais parce que aussi, il ne faut pas que ceux qui nous font l'amitié et le plaisir se lassent. Bien sûr qu'ils ne se lassent pas parce que j'imagine que tout cela a du très, très bon contenu. Je donne la parole à Malik Ndiaye. Malik Ndiaye, Matar Sall l'a rappelé tout à l'heure, il est à l'origine de beaucoup de stratégies, même très discret. Je suis un peu fier de moi-même, hein, pour l'avoir fait un peu sortir de l'ombre et et lui avoir demandé de prendre part à ce panel. Je sais que ce n'était pas son meilleur choix, mais il a accepté pour moi. Il a accepté pour vous, pour le secteur aussi, parce qu'on ne peut pas parler d'audiovisuel aujourd'hui au Sénégal, sans bien sûr y associer Malik Ndiaye. Malik, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Ousmane. Vous me permettrez d'abord de saluer les brillants panélistes que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter et à revoir pour certains. Et comme vous l'avez dit au départ, hein, je suis un observateur curieux et je ne vais pas m'exprimer au nom de la RTP où je siège aujourd'hui en tant que membre du collège. Et comme vous avez vu, j'ai pris un peu de recul et je regarde tout à partir du balcon. Alors, je voudrais me réjouir vraiment des avancées qui ont été décrites tout à l'heure hein, sur le processus de basculement au numérique. Et je me réjouis également du triangle Excaf, TDS et RTS qui a été aussi décliné.
et qui rassure sur l'achèvement des travaux en toute tranquillité. Et vraiment, pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait cette entente-là autour des institutions avec l'œil vigilant de CNRA. Je dois dire que on doit ces résultats, une bonne partie de ces résultats, finalement à la souplesse et au tact du dernier arrivé. Hein, c'est TDS qui est le dernier arrivé avec Amadou Diop, qui a usé de beaucoup de tact et qui a contribué, avec l'écoute évidemment de Racine Talla et de Sidi Diagne, à la cohésion qu'il y a autour de ces trois grands acteurs. Je dois avouer que la tâche n'était pas facile au début, parce qu'en réalité, des structures comme TDS, dans d'autres pays, ont été mises en place bien avant l'implémentation de la TNT. Il y a beaucoup de pays où, dès qu'on a déclenché les processus, les opérateurs de télévision nationaux ont extrait déjà, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par Racine Talla, toute la partie infrastructure, transmission et tous les centres émetteurs avaient déjà été écartés et mis à la disposition d'une nouvelle entité qui s'appelle TDT en Tunisie, un peu partout. Et en réalité, c'est cette TDS-là que nous sommes en train de mettre en place, mais un peu tardivement, ce qui a fait que Amadou Diop a eu beaucoup de travail, de rattrapage à faire et de mise à niveau. Allô? Oui, on vous entend très bien, Malik. Poursuivez. Très bien, excellent. Alors, je vais intervenir juste sur deux points. La qualité, par contre, elle se dégrade un peu. Est-ce que ça va mieux là? Il y a du mieux, il y a du mieux. Okay. Allez-y, poursuivez. Alors, il me semble qu'il y a deux points importants qu'il faut gérer. Tout à l'heure, vous avez posé la question à Racine Talla sur le niveau de compréhension des enjeux des acteurs télévisuels. Il faut dire que dans ce processus de basculement qui a été mis en place à l'origine par l'UIT, il y a toujours eu une sorte de défaut de prise en charge par les acteurs audiovisuels. Il y a des précurseurs comme les Racine Talla, les Mamadou Bal et d'autres qui ont pris cette question en charge depuis le début, mais pour l'essentiel des acteurs de l'écosystème audiovisuel, il y a toujours un décalage dans la prise en charge de cette problématique et dans la compréhension des enjeux. Et c'est pour ça que, comme l'a dit tout à l'heure mon ami du CNRA, Matarsal, tout doit passer par des consensus. Et il faut une inclusivité pour arriver à trouver des solutions à des problèmes, aux problèmes qui sont posés. L'un des problèmes aujourd'hui qui a été soulevé tout à l'heure par Amadou Diop, c'est le problème du paiement des redevances pour le transport et la diffusion. Alors, comment on peut expliquer à une télévision sénégalaise qui fonctionnait de manière verticale, avec édition, transport, diffusion, qu'à partir de demain, vous prenez l'émetteur que vous avez acheté, vous le supprimez et votre signal sera donné à Excaf qui va le transporter et va le diffuser et en plus de ça, vous allez payer. Bon, parfois, ce n'est pas très simple à expliquer. On a beau leur expliquer que vous allez avoir des avantages en termes de qualité, vous allez avoir des avantages en termes de multiplicité, mais derrière, ce qu'ils voient, c'est que ce que je faisais avant, peut-être en payant un certain temps, aujourd'hui, on me demande de le donner à quelqu'un pour qu'il le fasse et que je le paye. Tout cela demande vraiment une compréhension commune de tous ces enjeux-là. C'est pour ça que la notion de transition à la télévision numérique est non seulement technique, mais elle est juridique et elle devient de plus en plus économique. Parce qu'elle est guidée parfois par le secteur des télécoms, alors que le secteur audiovisuel est au cœur de la transition. Et au Sénégal, nous avons un secteur de l'audiovisuel qui a une structure très particulière. Vous imaginez que plus de la moitié des revenus qui sont générés dans le secteur global de l'audiovisuel sont le fait des télédistributeurs, des canaux, Excaf, DSTV et d'autres encore. Et même si au total, même si on fait l'ensemble des revenus du secteur, je ne suis pas sûr qu'elles atteignent 30 milliards par année, y compris toutes les radios et les télévisions. Quand vous comparez cela au secteur des télécommunications, qui a généré en 2019 762 milliards, ça fait à peu près 25 fois. Et c'est tout ce monde-là qui gère des intérêts divergents, qui ont des lectures différentes vis-à-vis des problématiques, qui doivent s'asseoir ensemble pour trouver des solutions. Ça pose beaucoup de difficultés qu'il faut harmoniser. Vous savez que... Malik Gaye. Malik? Oui.
La liaison, elle se dégrade. Ah. Allô? Oui, oui, allez-y, allez-y. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Alors, Mamadou Bal a dit tout à l'heure quelque chose d'important. L'UIT a demandé la migration, pas pour la beauté des images, mais surtout pour la libération des fréquences. Des fréquences, oui. 1 MHz de fréquence utilisé par le secteur audiovisuel ou utilisé par le secteur des télécoms, c'est un rapport de rendement de 10. Ça rapporte 10 fois au moins dans le secteur des télécoms que dans le secteur de l'audiovisuel. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des pays qui ont financé leur passage à la télévision. Allô? On vous entend, Malik. C'est pour ça que dans la plupart des pays qui ont financé le passage à la télévision numérique, pour beaucoup, les ressources qui ont permis de le faire sont des ressources qui sont issues du monde des télécoms. En France, à partir de 2008, ils ont évalué combien devait valoir la vente des fréquences sur le dividende numérique qu'ils allaient faire peut-être 3 ou 4 ans après. Et ils ont préfinancé le passage à la télévision numérique en escomptant vendre les fréquences plus tard. Ma théorie est la suivante. Je reste persuadé que si on veut avoir un secteur audiovisuel qui est économiquement viable, il faut qu'on fasse des péréquations avec le secteur des télécoms. C'est-à-dire, l'argent qui est issu de la vente des fréquences, de la vente des licences, du secteur des télécoms, une partie doit nécessairement revenir au secteur audiovisuel. C'est à ce prix-là que nous devons financer la création d'œuvres audiovisuelles de qualité, et c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi aider les éditeurs de chaînes de télévision. Merci. Les chaînes de télévision n'ont pas demandé à migrer à la télévision numérique. On leur a imposé. Ensuite, pour terminer, juste Ousmane, vous permettez de faire une proposition. Allez-y. Vous savez, aujourd'hui, on a plusieurs infrastructures numériques au Sénégal. Il est important qu'on mutualise l'ensemble des infrastructures numériques au Sénégal et qu'on les confie à quelqu'un. Je dirais par exemple quelqu'un comme TDS. On doit réunir l'infrastructure numérique de la DIE, de la Sénélec, de la RTS, de Excaf et en faire une société nationale d'infrastructures numériques qui va regrouper tout cela, mise à niveau et qui va le mettre à la disposition des exploitants de télévision, des exploitants des télécoms et des exploitants des services informatiques. C'était le sujet mercredi dernier d'ailleurs. Tout à fait. Et ça, ce que je dis, je l'ai théorisé depuis 2011 pour dire que nous devons mutualiser l'ensemble de ces infrastructures-là, les mettre à niveau et les confier à quelqu'un. Nous avons créé TDS, c'est peut-être l'occasion de le renforcer parce que si nous ne le faisons pas, TDS ne pourra pas survivre uniquement avec des activités audiovisuelles parce que vous avez vu qu'en face, c'est extrêmement compliqué et nous avons d'autres ressources sur lesquelles nous devons mutualiser. Voilà. Quand on parle de télévision numérique, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'en arrête là et pour vous dire que nous avons l'opportunité de faire plus dans la sous-région. Nous avons l'opportunité de faire mieux et je pense que nous devons aujourd'hui enlever toutes les barrières, aller très vite, soutenir Excaf et TDS pour finaliser tout ce travail qui est en train d'être fait. Merci. Merci beaucoup. Amadou, on vous donne la parole, mais d'abord à Ousseynou, qui vient d'arriver. Soyez le bienvenu, Ousseynou. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication au ministère du même nom. Ousseynou, alors, vous venez d'arriver, mais je ne vous donnerai pas un mot de bienvenue, mais plutôt un mot de perspective. Après tout ce qui a été dit, même si vous n'étiez pas là, c'est quoi la suite après? On est en train de mettre en place la TNT, l'extinction de l'analogique, c'est pour bientôt. La suite, c'est quoi? Merci beaucoup. D'abord, je dis bonjour à tout le monde. Je profite de l'occasion pour renouveler vraiment mes remerciements à tous les acteurs qui sont aujourd'hui au système audiovisuel et numérique. Et c'est un grand plaisir parce que c'est une grande aventure et on est en cours. Alors, aujourd'hui, je le dis encore, nous sommes non seulement à la croisée des chemins, mais nous abordons à la limite le dernier virage. Et je dois saluer l'effort qui a été fait durant ces dernières années, même s'il faut constater effectivement qu'il y a eu un retard. Le Sénégal a annoncé justement le lancement depuis 2015, on est en 2020, donc normalement 5 ans. C'est vrai, c'est beaucoup, c'est peu, mais au regard de la sous-région, on est encore dans la course. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là où on a raté le coche, vous savez, quand l'État construit une nouvelle infrastructure, par exemple une autoroute,
l'État fait le traçage et dit toutes les personnes qui sont sur le traçage vont être dédommagées, même ceux qui n'ont pas de permis, que ce soit bail ou autre. Et l'idée au départ, c'était effectivement de dire pourquoi on fait la TNT, des fréquences au profit des télécoms, notamment en ce qui concerne l'exploitation du dividende numérique. Et c'est là où on a raté le coche, parce que l'argent qui a été collecté en termes de dividendes numériques devrait en partie servir à bâtir une infrastructure nouvelle de TNT. Et c'est en ce moment qu'on a l'infrastructure. Maintenant, il fallait s'attaquer au cadre juridique et réglementaire pour créer un cadre favorable justement au développement, à l'émergence des acteurs. Malik l'a dit tout à l'heure, on est dans un secteur effectivement où les acteurs peinent à se développer parce qu'il y a un manque. Le modèle économique n'est pas viable. Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre en place TDS. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de mutualisation, effectivement, l'idée au départ, c'était de faire de TDS vraiment le bras technique qui puisse mutualiser les infrastructures en général. Et dans les textes même qui organisent TDS, il était prévu effectivement de mutualiser la fibre optique, tous les réseaux, les points hauts pour permettre à TDS d'être l'opérateur. En même temps, nous avons l'ADIE qui développait son réseau. Et a priori, on devrait s'adosser sur le réseau national de l'ADIE. Les projets ont pris du retard. Alors, nous avons un partenaire Excaf, effectivement, qui nous a présenté un modèle très intéressant. N'eût été certaines difficultés, mais on en serait la preuve. Quand on regarde la qualité même du signal du point de vue vidéo, audio, bon, il n'y a rien à dire. La qualité, elle est exceptionnelle. Le problème se situe au niveau on est en train de finaliser l'infrastructure. Aujourd'hui, on est pratiquement à plus de 90% de couverture du site. Sur les décodeurs, effectivement, il y a une bonne partie qui est sur place. Et quand vous voyez, par exemple, le principal, c'est l'environnement juridique. Aujourd'hui, il y a 3 jours, nous venons de finaliser une bonne partie de l'environnement juridique. Nous-mêmes, au niveau du ministère, nous avons 10 chantiers juridiques. L'environnement juridique commence à être prêt pour que le véritable niveau de la viabilité économique des acteurs et au niveau des contenus. Nous venons de finaliser ce qu'on appelle la cartographie du paysage audiovisuel. Bal a dit tout à l'heure qu'effectivement 18 chaînes, c'est trop. Mais au regard de nos ambitions en matière de développement, en matière de démocratie et en matière de promotion de la diversité culturelle, je pense qu'il y a encore des choses à proposer. L'idée pour le ministère, c'est de faire en sorte que comment créer une synergie entre les éditeurs, les producteurs, la publicité, pour créer un environnement économique viable à tous les acteurs. Et aujourd'hui, cet environnement, il est là. Nous avons finalisé des conventions, des cahiers de charges. Nous avons déjà tracé le futur de l'audiovisuel en termes de cartographie. Quel type de chaîne nous voulons? Un programme d'assainissement des entreprises de presse avec la signature des conventions. Nous allons mettre en place un fonds d'appui et de développement pour accompagner les entreprises dans la production, dans la formation et dans le développement de nouvelles technologies. Nous sommes en train de créer un environnement pour permettre aux médias publics et aux médias privés de coexister dans un environnement où chacun jouera sa mission et que, effectivement, le DG de la RTS tout à l'heure l'a dit. Mais c'est juste pour résumer que nous ne sommes pas la synergie qui existe entre le régulateur, le ministère, TDS, Excaf. Je pense que depuis un certain nombre de mois, nous avons enclenché un rythme de travail qui nous permettra au bout de basculer et de faire émerger un environnement viable pour tout le monde et que ceux qui sont performants restent et ceux qui ne le sont pas probablement vont disparaître. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ousseynou Dieng. Merci surtout d'avoir compris que le temps prévu a été dépassé. Juste deux minutes, hein, vraiment, pour finir avec Amadou Diop, directeur général de TDS. Une réaction sûrement aux propos de Ousseynou Dieng et de Malik Ndiaye, mais vraiment 2 minutes, Amadou, pour finir. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez... Les positions qui ont été exprimées de part et d'autre vont dans le sens de l'histoire. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, les éditeurs ont exprimé des problématiques autour de la convergence. Et l'un des moyens de répondre à cette question, c'est avoir une densité en termes de couverture et une certaine, comment dirais-je, possibilité d'utilisation des vecteurs de transport qui s'articulent autour de la fibre et tout ça. Donc, ce sont des éléments importants quand on parle de la pénétration des services à valeur ajoutée, quand on parle notamment d'adresser des nouveaux usages, la connectivité est importante. Donc, je partage à la limite tous ces points qui se sont articulés autour de la mutualisation des infrastructures et de l'exploitation qu'on pourrait faire de ces infrastructures autant passives qu'actives. Ça va dans le sens de l'histoire, Ousmane.
Merci beaucoup. Une minute quand même à Sidi Diagne, voire deux. Sidi, rapidement, vous serez le dernier intervenant. Bon, je voudrais d'abord vous remercier pour l'organisation de ce panel qui a permis, même si le temps peut paraître court, de faire un tour d'horizon de tout ce qui a été fait. Je rejoins Amadou et tous les autres pour dire que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour que ce projet et cette confiance qui a été placée à ASK par l'État du Sénégal soit quelque chose d'avéré et que toutes les conditions réunies pour que ce basculement puisse se faire au bénéfice des populations. Donc, au moment où je vous parle, nous avons nos équipes qui sont dans le sud et nous ménageons aucun effort pour que l'ensemble des conditions soient réunies et c'est en cela que nous nous attelons. Merci pour ce type d'initiative qui nous permet de parler à tout le monde et de donner une visibilité pour ce projet qui est très, très cher à ESCAF. Merci encore. Merci beaucoup Sidi Diagne. Toutes mes excuses aux spectateurs parce que ce panel a pris un peu plus de temps que prévu, mais je pense que cela en valait la peine parce que ce qui a été dit, j'espère, a été pertinent et j'espère va aider un peu à une bonne suite dans le processus, parce que c'est vraiment un processus. L'extinction de l'analogique, elle va arriver, comme l'a dit Amadou Diop, parce que du travail est en train d'être fait en plus de Dakar dans les régions, parce que également Mourouba l'a dit, l'essentiel de la TNT, ce n'est pas la beauté, bien sûr, des images, c'est la libération de fréquences pour développer une autre partie du secteur, mais c'est également le développement de beaucoup de services à valeur ajoutée. Merci infiniment aux différents acteurs qui ont accepté de répondre à mon invitation. Moi, j'étais très ravi de vous recevoir tous. Je remercie les panélistes, je remercie les spectateurs, je remercie aussi les discutants qui ont su apporter leurs arguments pour faire évoluer ce débat. Je remercie aussi tous ceux qui nous suivent sur Facebook et je rappelle que ce panel va être diffusé ou rediffusé pendant qu'on parle de diffusion Amadou en mode replay sur l'ensemble de mes plateformes digitales, LinkedIn, Facebook, et il sera d'abord, bien sûr, hébergé sur YouTube. Merci infiniment d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, Inch'Allah, dimanche 2 septembre 2020. À partir de 15h, nous mettrons sur la table un autre thème, toujours en relation avec l'actualité du secteur. Et si, bien sûr, vous avez des idées de panel, n'hésitez pas, nous sommes là pour répercuter les attentes de tout le secteur numérique au Sénégal. Merci à tous d'avoir suivi. Rendez-vous donc mercredi prochain. Excellent mercredi et excellent après-midi. À bientôt.